Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour la France. On est très heureux de vous retrouver pour votre émission du week-end. L'émission que vous aimez, les amis. Parlons IMO. On parle de votre logement, de votre immobilier, de toutes les problématiques que vous pouvez avoir. Un seul numéro. Vous nous envoyez un SMS au 7 20 18 en tapant IMO, I2MO, et on l'envoie à notre chère Bérénice. L'équipe est avec nous. Bérénice, comment elle va aujourd'hui? Ah bah elle va bien. Bon, je dors pas très bien comme tout le monde. Hein. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Courage, faut beaucoup s'hydrater. Hein. Oui, il faut boire surtout beaucoup. Avec les enfants. Et avec les enfants. Oui, d'ailleurs, il faut faire boire c'est les enfants et les personnes âgées. C'est important. Si vous avez des personnes âgées autour de vous, faites-les boire. D'ailleurs, les amis, si vous êtes à table, vous êtes en terrasse, on est heureux de partager ce moment comme chaque samedi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est normal puisqu'on vous aide au quotidien pour votre logement. L'ami Grégoire est avec nous. Comment il va, Grégoire Laricot? Très bien, Sylvain. Un peu chaud, effectivement, comme tout le monde, mais ça va. Alors, vous savez, trouver un logement aujourd'hui, c'est un casse-tête pour plus d'un Français et on a la chance, on a la Banque des Territoires qui veut relancer massivement la construction de logements abordables. Il était temps, les amis. Voilà, ben ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. On a beaucoup de chance puisqu'on reçoit aujourd'hui son directeur général, c'est Antoine Saint-Oyan. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Antoine, merci d'être avec nous, d'avoir accepté de venir dans ce week-end un peu chaud avec tous les Français qui vous écoutent et qui sont à table. On vous souhaite d'ailleurs un excellent appétit. On va écouter donc d'ailleurs également, comme chaque samedi, nos auditeurs qui nous ont posé une question. On va parler de quoi cette semaine? Eh bien, on va parler d'un auditeur qui a fait estimer sa maison et il n'est pas d'accord. Il a fait 2 estimations avec 2 agents immobiliers différents et il n'est pas d'accord. Il ne comprend pas pourquoi le prix est sous-estimé selon lui. Donc on va faire appel à un troisième expert. Absolument, parce qu'il il se dit, j'ai acheté tant, j'ai fait tant. Oui, il ne comprend pas pourquoi c'est aussi peu cher. On va lui expliquer. Il y a une méthode, il y a une méthode de valorisation. On parlera également viager. Oui, on va parler viager. Et vous savez demain, qu'est-ce que c'est demain, Sylvain? C'est la Saint-Sylvain, non? Non, c'est la fête des mères, Sylvain. Ouais. Alors, on va parler fête des mères avec le viager. Voilà, on va rendre hommage aux mamans et aux grands-mères. Ah ben voilà. Et avec l'ami Grégoire, justement, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce qu'on va parler aussi de maison saine. Enfin, on a pas mal de choses. On va d'abord parler, mon cher Sylvain, de rénovation énergétique. Il vous a pas échappé, donc que l'on a chaud, voire très chaud. Et bien, avec Laurent Permas, on va se demander comment sont adaptés nos logements face à la canicule. Et puis, on reste sur ce thème de la canicule parce qu'avec Édouard David, on verra dans notre chronique Maison Saine quel est l'impact d'une période de forte chaleur sur la qualité de notre air intérieur. Voilà, du passoire à la bouilloire, il n'y avait qu'un pas. Et tout de suite, sans plus attendre, les infos de la semaine. Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy-Valency. Bérénice, au menu justement des infos qui sont écoulées cette semaine. Alors le rapport tant attendu sur l'encadrement des loyers, le dispositif on va voir n'est pas si efficace que ça. Je vous parle aussi de vos logements, c'est vrai qu'il fait très chaud. Se sont-ils transformés en bouilloire thermique? Je vous donnerai des conseils justement pour tenir. Et enfin, bonne nouvelle pour les acheteurs, ou en tout cas ceux qui veulent acheter, les banques vous tendent la main. Ça là c'est bien. Voilà, ça tombe bien, on a un banquier. Ils nous tendent la main et nous on leur tend les bras, voilà, tout simplement. On leur fait un câlin. Voilà, on va commencer tout de suite avec ce fameux rapport sur l'encadrement des loyers. Bérénice, vous y avez eu accès, c'est un scoop, en avant-première, avant même qu'il ne soit rendu public. Mais comment elle a fait? Eh ben, j'ai mes sources au gouvernement. Non, mais en tout cas, il a été rédigé par 2 économistes indépendants. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce rapport? Il nous dit, en résumé, que l'encadrement des loyers, ça marche un petit peu. Les loyers baissent en moyenne de 2 à 4% là où il est appliqué, hors Paris, mais les effets pervers sont considérables. Alors, premier constat, ça ne crée pas plus d'offres locatives et on en a besoin. Au contraire, dans les villes où il est en place, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille et j'en passe, le nombre d'annonces de logements à louer a baissé. Moins de biens sur le marché, c'est moins de choix pour les locataires. Deuxième point, les bénéficiaires ne sont pas forcément les plus modestes, alors que c'est ce qu'on attendait avec ce dispositif. À Paris, par exemple, ce sont souvent des ménages aisés, déjà bien installés, qui profitent des loyers plafonnés. Donc c'est pas vraiment de la justice sociale. Et troisième problème, plus d'un tiers des baux récents dépassent déjà les plafonds légaux. Le dispositif est contourné massivement via des compléments de loyer, des colocations, des baux civils. Et les contrôles sont quasi inexistants. Et je rajouterai un 4e point. C'est vrai que le rapport nous dit que les propriétaires qui ont plafonné leur loyer, eh bien, ils sont moins enclins à faire des travaux de rénovation ou des travaux d'amélioration parce que ça coûte cher et que les loyers ont baissé. Et enfin, ça fait une baisse de recettes fiscales pour l'État puisque moins de loyers, c'est moins d'impôts récoltés et donc une baisse des recettes fiscales. Et puis, j'ai pu recueillir la position du gouvernement
gouvernement auprès d'une source directe. Le gouvernement, alors sa position, elle est sans ambiguïté. L'encadrement des loyers est inefficace. Il produit des effets inverses à ceux recherchés et partout où des maires ont voulu l'imposer, eh bien les arrêtés ont été suspendus ou annulés. La réponse au problème du logement, ce n'est pas plafonner les loyers, c'est construire plus. Voilà la position du gouvernement. Moi, j'ai quelqu'un qui est d'accord avec ça, c'est Antoine Saint-Oyen. Construire plus. Alors construire plus, effectivement, c'est la meilleure manière d'arriver à trouver une solution à cette crise du logement qu'on traverse, qui est fondamentale. Aujourd'hui, on a une demande de logement qui continue d'augmenter fortement. Et en même temps, on a une offre de logement qui, elle, baisse depuis 3 ans assez fort. Et c'est ça qui conduit aujourd'hui à ce que, pour de plus en plus de Français, il est difficile de se loger. Et on va continuer d'ailleurs avec vous, avec cette logique. Et encore une fois, merci d'être avec nous. Avec cette chaleur, vous avez peut-être très très chaud. On a tous très très chaud, bien évidemment, dans le logement. Est-ce que, justement, voilà, on en est où, Bérénice, avec ces, Alors, c'est ce qu'on appelle, vous savez chaleur. comment on appelle un logement où il fait très 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 chaud? Une bouilloire thermique. Exactement, une bouilloire thermique. C'est un logement qui devient invivable dès qu'il fait chaud. Il capte la chaleur, il la garde et parfois il ne redescend presque plus en température, même la nuit. C'est problématique. Concrètement, ce sont souvent des logements mal isolés contre la chaleur, sous les toits, en dernier étage, avec des grandes fenêtres exposées plein sud ou plein ouest, pas de volets, pas de store extérieur, parfois une mauvaise ventilation. Résultat, on peut très vite dépasser les 30 degrés à l'intérieur. C'est loin d'être marginal. Selon les estimations relayées par la Fondation pour le logement et les professionnels du secteur, environ un logement sur 3 en France pourrait être concerné. C'est 35% du parc. Le sujet donc est important parce qu'on a longtemps pensé à la rénovation énergétique pour l'hiver. D'ailleurs, on en parle souvent dans notre émission. Comment garder la chaleur, comment consommer moins de chauffage. Mais aujourd'hui, avec les canicules, il faut aussi penser confort d'été. Donc les travaux les plus efficaces, c'est quoi? Eh bien, c'est l'isolation du toit et des murs, c'est les protections solaires extérieures, les volets, les stores, les brasseurs d'air. Mais évidemment, tout ça, ça coûte cher et c'est pas toujours simple, surtout en copropriété. Alors à court terme, quelques conseils, quelques réflexes utiles, même si on les connaît, je vous les rappelle. Il faut fermer les volets ou les rideaux avant que le soleil ne tape. Garder les fenêtres fermées en journée si l'air extérieur est plus chaud. Ça peut être contre-intuitif, mais il faut fermer les fenêtres et aussi ouvrir largement la nuit ou très tôt le matin. Et puis évidemment, éviter d'allumer le four, éviter les plaques en pleine journée, manger des salades et utiliser un ventilateur ou un brasseur d'air pour faire circuler l'air. Faut le dire, les petits gestes ne remplacent pas les travaux, mais c'est quand même ça peut être des degrés de gagné. Bien sûr. Alors très rapidement, on va terminer sur une bonne nouvelle pour ceux qui ont un projet immobilier, Bérénice. Oui, bonne nouvelle. Alors les taux de crédit remontent légèrement cette dernière semaine. On est autour de 3,40 sur 20 ans, 3,5 sur 25 ans. Pas de quoi paniquer pour cette remontée. Il faut savoir que les banques sont en manque de dossiers. Le mois de mai a été calme avec les ponts. Tout le monde est parti en vacances ou tout le monde a fait une pause. Et avec la météo aussi, les Français sont sortis dehors. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des offres bonifiées qui permettent de passer sous la barre des 3%, voire sous les 2% pour certains profils. Il y a un prêt complémentaire à 2,49 sur 50 000 euros pour tout le monde. Il y a du prêt à taux zéro pour les primo-accédants jusqu'à 20 000 euros. Et si vous avez moins de 35 ans, eh bien vous pouvez cumuler jusqu'à 20 000 euros à 1,9 au niveau du taux. Donc le message du jour, c'est si vous avez un projet immobilier, foncez, allez voir un courtier pour vous conseiller et faites le tour des banques, c'est important. Merci Bérénice, et sans plus attendre, on va passer sur le chantier du siècle. Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec vous, Grégoire Darico, et à distance, une fois encore n'est pas coutume, notre ami Laurent Permas. Et oui, et cette semaine, on parle chaleur, les températures montent parfois brutalement et beaucoup de Français redécouvrent un problème, leur logement devient vite étouffant, on vient d'en parler. La semaine dernière, on avait parlé de l'adaptation du logement à la variation de température, et cette semaine, Laurent Permas, on se demande ensemble si un logement peut vraiment être bien isolé contre la chaleur. Oui, bonjour Grégoire. Bérénice, on en a un peu parlé justement. C'est devenu un enjeu majeur justement, et depuis longtemps en fait, on a surtout pensé l'isolation pour l'hiver. Alors je suis d'ailleurs dans une rénovation là d'une maison qui est en train de se protéger du soleil, et un logement performant, c'est pas seulement un logement qui garde la chaleur en hiver, c'est justement un logement qui reste frais en été. Vous parliez des bouilloires thermiques, on est en plein dedans. Laurent, pourquoi certains logements deviennent de véritables fours justement ? C'est 3 choses. La mauvaise isolation du toit, on imagine des toits parfois en zinc.
C'est terrible, des surfaces vitrées qui sont très exposées, c'est joli, mais faut justement bien regarder en fait la qualité de la surface vitrée, et puis une mauvaise gestion de la ventilation. Alors ça c'est le pire, puisque au dernier étage, sous les toits, si vous avez une mauvaise ventilation et en plus vous n'êtes mal isolé avec des fenêtres plein sud, là on est vraiment dans un sujet de santé publique. Ouais, Laurent, vous en aviez parlé aussi la semaine dernière, mais j'insiste, l'isolation, ça sert aussi contre la chaleur. Oui, on enfonce le clou, on est en pleine période de travaux là, donc forcément l'isolation de la toiture peut faire plusieurs degrés de différence à l'intérieur, c'est un peu logique, on enfonce une porte ouverte, si la chaleur extérieure pénètre moins vite, le logement reste plus stable thermiquement, puis c'est particulièrement vrai pour des combles, pour la toiture, puis aussi pour les murs qui sont exposés au soleil, qui vont garder en fait la chaleur la nuit. Laurent, sans gros travaux, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite dès à présent ? Plusieurs gestes efficaces, en rappel de ce qu'évoquait Bérénice, les volets, on les ferme, les stores aussi en journée, c'est probablement en fait le réflexe plus utile. Un volet fermé justement peut empêcher une grande partie de la chaleur d'entrée. On aère très tôt le matin, on ouvre tout en fait, et tard le soir, et quand l'air extérieur redevient plus frais, ça permet d'éviter les sources de chaleur interne. On fait attention aux lumières qu'on laisse allumer aussi, qui peuvent chauffer les fours, les plaques, les sèche-linges. Tout cela chauffe énormément un logement. Et puis on utilise des protections solaires, les rideaux thermiques, les stores, l'extérieur, les films anti-chaleur qui fonctionnent très bien. On a parlé, Laurent, de climatisation, il y a aussi la ventilation, c'est pas pareil. Oui, c'est justement la circulation de l'air qui change beaucoup de choses. On ventile la nuit, on crée des courants d'air, on vérifie du moins la VMC, la ventilation mécanique qui fonctionne correctement, et cela aide justement le logement à évacuer la chaleur accumulée. Bon, la clim c'est quand même mieux, mais bon, faites attention, si le logement est mal protégé de la chaleur, la climatisation va énormément consommer, vous allez doubler votre facture d'électricité, c'est un moment. Donc on limite l'entrée de chaleur, on améliore l'isolation, on ventile correctement, puis on climatise. Si nécessaire, ça vient en complément, et on réalise toujours l'audit énergétique. J'y tiens beaucoup, je le rappelle à chaque fois, il est stratégique avant d'engager quels que soient vos travaux. Merci beaucoup Laurent Permas, comme quoi quelques gestes simples peuvent déjà faire baisser la température de plusieurs degrés. N'oubliez pas qu'à long terme, une bonne isolation devient aussi une protection contre les fortes chaleurs. À la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie. Voilà, vous êtes sur Sud Radio dans votre émission préférée du week-end. Parlons Immo, on parle de votre immobilier, de votre logement. On va revenir dans quelques instants après une petite pause pour répondre aux questions de nos auditeurs, notamment avec vous, Bérénice. On recevra également notre grand invité qui est sur le plateau, directeur général de la Banque des Territoires, Antoine Saint-Oyan. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons Immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour votre émission du week-end Parlons Immo. On est avec vous tous les samedis de 12h à 13h. Et je le rappelle, en rediffusion le mardi à midi sur Radio Immo. On va parler de votre logement et on répond surtout à vos questions parce que ça vous concerne, et ça vous concerne avec Bérénice de Villefloriot. Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons Immo, ça vous concerne. Et oui les amis, ça vous concerne et ça vous concerne tous les jours. On va parler d'évaluation immobilière. Bérénice, on a reçu une question très précise d'un auditeur. Oui, alors elle est très très longue parce qu'il s'appelle Michel, il nous détaille tout. Donc je vais faire court et je rappelle que vous pouvez envoyer vos messages, vous envoyez votre SMS, votre question qui concerne votre logement au 7 20 18 et juste devant votre question vous mettez IMO, I2MO, comme ça on lit tout. Alors Michel il nous dit, je souhaite solliciter votre avis concernant 2 estimations patrimoniales pour lesquelles les résultats représentent chacune une perte financière que je ne peux expliquer. Alors, nous avons fait évaluer notre bien immobilier situé à Montesquieu des Alberts, dans le 66, par 2 agences immobilières appartenant à 2 réseaux différents. Donc, il a eu 2 avis, Michel. Alors, concernant ce qu'il a fait évaluer... On peut les citer, d'ailleurs, les réseaux. Non, on va éviter de les citer. Pourquoi parce qu'on va éviter de les citer. Il s'agit donc de maisons sur un terrain de 498 mètres carrés. Donc, fin de la construction, fin avril 2023. Il s'agit donc de 2 constructions récentes sous garantie décennale. Ils ont fait installer 6 panneaux photovoltaïques. Le prix
de revient total, donc incluant le terrain, la construction des 2 villas d'une superficie de 95 mètres carrés les deux, eh bien, c'est de 317 000 € hors aménagement, frais de notaire et diverses taxes d'aménagement. Donc 317 000 €. La première agence, elle a estimé tout ça à 250 000 €. Donc c'est une perte de 67 000 €. Il a fait appel à une deuxième agence qui a estimé cette fois-ci entre 275 000 et 304 000 €. Donc là, la perte, elle est entre 42 000 et 13 000 €. Donc lui ne comprend pas. Il nous dit, ces résultats vous paraissent justifiés ou pas dans le contexte du marché immobilier. Et on va faire appel à l'expert incontournable, le président de la FNIM Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier, Olivier Principal, qui connaît le marché par cœur. Bonjour Olivier. Bonjour à toute l'équipe. Alors Olivier, déjà, comment expliquer qu'il y ait 2 avis différents alors que c'est le même terrain, les 2 mêmes maisons? Enfin, alors, des avis d'ailleurs, pardonnez-moi Olivier, avec une différence qui n'est pas si énorme que ça en termes de valeur. Alors, c'est ce que j'allais vous faire remarquer, Sylvain et Bérénice. D'abord, il y a 2 professionnels différents qui interviennent pour donner leur avis. C'est normal qu'il puisse y avoir une différence entre l'un et l'autre. Je note dans les 2 tranches d'estimation, il y en a un, c'est aux alentours de 260 000 ou 265 000 la tranche basse. Non, 250 000. 250 000. C'est entre 275 et 304. Voilà. Donc si on prend 304, ça fait une différence de 50 000 €, c'est pas négligeable quand même. Oui, on parlera de la tranche, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas 100 000 € d'écart d'abord. Donc l'idéal, quand on veut faire des avis de valeur sur un bien immobilier, c'est d'avoir toujours 3 approches d'estimation, ce qui nous permet d'avoir un arbitrage sur la meilleure tranche. Les professionnels savent faire des estimations. Maintenant, il y a des éléments qui nécessitent d'être recherchés. On parle de 2 maisons sur un terrain. C'est peut-être une copropriété. Je comprends en fait que la personne qui les a achetés s'est lancée dans une opération immobilière pour aller construire en vue de revendre. Le marché immobilier a peut-être changé aussi. Peut-être que le coût de construction et le coût d'achat étaient un peu élevés par rapport à la valeur du marché aujourd'hui. Et donc, une opération immobilière, ça ne se fait pas à la légère. On ne gagne pas tout le temps de l'argent. On peut aussi en perdre. Et j'inviterai, avant que votre auditeur s'inquiète, à faire une 3e estimation et se dire que effectivement, comme dans d'autres placements, il faut bien acheter et bien financer ces opérations pour ne pas perdre, parce qu'on ne gagne pas à tous les coups. Eh bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Olivier Principal. Donc, Michel, résultat, il faut avoir un 3e avis. C'est vrai, en plus, jamais 203. Et puis, Olivier Principal l'a dit et l'a rappelé, c'est important que vous l'ayez en tête. On ne gagne pas toujours. L'immobilier, c'est pas forcément gagnant pour tout le monde. Hein. C'est un investissement et on peut perdre de l'argent comme tout investissement. Merci, Olivier Principal. Et on enchaîne tout de suite. Sud Radio, Parlons Immo, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr. Il est l'heure maintenant de recevoir notre grand invité du jour. Il est sur le plateau, c'est Antoine Saint-Oyan. Bonjour Antoine Saint-Oyan. Bonjour Sylvain. Vous êtes directeur de la Banque des Territoires. Avec vous, une question simple se pose. Pourquoi est-il devenu si difficile de se loger ? Et est-ce qu'on peut encore se dire qu'on peut relancer le logement, la production de logements dans notre pays ? Alors effectivement, il est de plus en plus difficile de se loger. Pourquoi ? Parce que l'offre de logement, les logements qui sont sur le marché ne sont pas suffisants par rapport à la demande de logement, avec l'augmentation du nombre de personnes qui souhaitent obtenir des logements. Et cet écart entre l'offre et la demande n'a jamais été aussi important. Alors pourquoi ? Parce que la production de logements a baissé parce qu'il y a moins de financement pour cette production de logements libres, parce que les taux d'intérêt ont augmenté et il est devenu beaucoup moins intéressant pour beaucoup d'investisseurs d'investir dans le logement. La fin du Pinel, par exemple, dispositif qui permettait ce type de dispositif-là qui permettait de soutenir la production de logements a disparu. Et donc finalement le logement libre, non social, sa production a fortement baissé. Et l'année dernière, on a eu autant de production de logements sociaux ou intermédiaires que de logements libres. Et ça, c'était totalement exceptionnel. Absolument. Alors justement, la question que se posent beaucoup de Français aujourd'hui, c'est qu'ils ont l'intime conviction, le sentiment que se loger est devenu véritablement un parcours du combattant. C'est presque désespérant, notamment pour les jeunes actifs qui arrivent dans les grandes agglomérations, les étudiants. Est-ce que, selon vous, on traverse une véritable crise du logement, crise de l'immobilier, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on traverse exactement ? Oui, on traverse clairement une crise importante qui fait que de plus en plus de personnes attendent de pouvoir avoir accès au logement social. On n'a jamais eu autant de personnes qui attendaient d'accéder à un logement social et on n'a jamais eu aussi peu de rotation dans le parc social. C'est-à-dire des personnes qui sont dans le parc social
En principe, elles peuvent en sortir dès lors qu'elles ont des moyens financiers qui s'accroissent. Mais en fait, l'écart avec le marché libre est devenu tellement important que c'est très compliqué pour quelqu'un qui est dans le parc social d'avoir accès à la propriété ou même de devenir locataire hors du parc social. Et donc les personnes restent dans le parc social. Et donc les personnes qui veulent avoir accès à un logement social ne peuvent pas parce que la situation est bloquée. Le parcours résidentiel, c'est-à-dire que le parcours résidentiel est bloqué. Voilà. Il est bloqué. Ceux qui sont dans le logement social sont appelés à en sortir, voire accéder à la propriété, et ça c'est grippé. Exactement. Alors justement, vous le disiez d'ailleurs dans votre diagnostic, vous parlez d'une crise profonde et durable. Je voudrais savoir pourquoi ça s'est autant dégradé, surtout que vous expliquez que les mises en chantier justement dans le neuf ont depuis 50% de réduction, une rétractation du marché, rétraction du marché de plus de 50%. Tout à fait. C'est juste considérable. Il y a 3 causes, c'est très simple. Le coût pour produire un logement est devenu plus important parce que le foncier est plus cher et les matériaux de production sont plus chers. Première cause. Deuxièmement, les taux d'intérêt ont augmenté, donc le coût pour financer un logement est devenu plus important. Troisième cause, les ménages, pour eux également, c'est plus compliqué d'acheter un logement parce que l'accès au crédit est aujourd'hui plus difficile. Alors même si ce que disait Bérénice, c'est que les banques aujourd'hui reviennent, mais malgré tout, elles font quand même des taux qui sont à 3,5, 4%. C'est qu'elles n'ont pas atteint leurs objectifs. C'est ça, c'est qu'elles ont un nombre d'objectifs. Mais en même temps, elles ne baissent pas non plus les taux dans des proportions qui font que pour acquérir des logements à plusieurs centaines de milliers d'euros, ça devient quasiment impossible en termes de coût du crédit pour beaucoup de ménages. Alors les classes sociales qui dévissent le plus sont les classes moyennes, bien évidemment, qui sont vraiment quelque part qui souffrent vraiment, puisque par exemple on renonce à la naissance d'un enfant, on renonce à s'agrandir. On a même l'impression qu'elles dévissent quelque part au niveau de leur pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pour vous, de votre point de vue, un tournant peut-être de société structurelle? Qu'est-ce que vous en pensez justement? Est-ce que vous avez cette même impression? Je vous donne juste un exemple. L'âge à laquelle on accède à la propriété a pris 10 ans. Sur les 15 dernières années. C'est-à-dire qu'on était en moyenne entre 28 et 30 ans, aujourd'hui on est plutôt entre 38 et 40. Je ne sais pas si c'est un tournant, parce que c'est une évolution en fait qui, depuis le début des années 2000, n'a fait qu'augmenter les prix de l'immobilier ont augmenté globalement nettement plus vite que les prix des revenus. Et donc cet écart-là fait que, évidemment, pour les ménages, ça devient de plus en plus difficile de pouvoir s'offrir un logement. Et donc il faut accumuler un maximum de revenus pour enfin pouvoir accéder à la propriété. Et donc, naturellement, ça décale à 30 ans, 40 ans, l'âge de l'accès à la propriété. Donc ça, c'est une évolution problématique, effectivement. Est-ce que c'est une dégradation du pouvoir d'achat? Oui, bien sûr, c'est une dégradation du pouvoir d'achat, parce que dès lors qu'on n'a pas accès à la propriété et qu'on n'a pas non plus accès au parc social, à ce moment-là, on est obligé de se loger dans le parc privé. Et là, compte tenu de l'augmentation des loyers plus rapide que l'augmentation des revenus, on a une dégradation du pouvoir d'achat. Bien évidemment. Alors justement, on va rester avec vous, si vous voulez bien. Vous restez avec nous sur le plateau et on va comprendre mieux pourquoi d'ailleurs la crise du logement touche désormais presque tout le monde. Dans un instant, après la pause, on va voir quelles solutions concrètes justement la Banque des Territoires, puisque vous êtes très offensif sur cette prise de position du logement pour toutes et pour tous. On va en parler dans un instant sur Sud Radio, bien sûr. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Voilà, rebonjour les amis. Voilà, en ce week-end qui fait chaud. J'espère que vous allez bien, vous vous hydratez, vous mangez de la salade, comme dirait Bérénice, des fruits rouges. De la pastèque. Et voilà. C'est très bon, non, c'est vrai, et les concombres. On fait aussi des conseils santé sur dans Parlons IMO. C'est vraiment le multiservice. On est en tout cas très heureux de vous retrouver. Si vous êtes à table, bon appétit. Merci à vous également, Antoine Saint-Oyan, d'être avec nous sur le plateau. On va continuer notre entretien et ensuite on s'interrogera avec vous, Grégoire, sur justement comment être un corps sain dans une maison saine. On va parler de quoi aujourd'hui? Un corps sain dans une maison saine par forte chaleur, Sylvain. Voilà. On va voir la qualité de l'air intérieur. Est-ce que la forte chaleur la dégrade ou pas? Spoil un peu quand même. Absolument. C'est pas mal. Voilà, avec vous Antoine Saint-Oyan, directeur de la Banque des Territoires. Alors j'aime beaucoup ce que vous faites parce que vous êtes très offensif au sein de la société française, justement pour aider, pour justement avoir ces objectifs, puisque on va parler d'objectifs très ambitieux. Vous contribuez, je vous cite, à la construction de logements, de 650 000 logements abordables. Entendez-nous, les amis.
d'ici 2030. C'est hyper ambitieux. Pourquoi un tel plan aujourd'hui ? On est confronté à une crise systémique, c'est ce qu'on se disait. Il faut une réponse systémique. Pour ça, il y a des besoins de construction significatifs et on va y contribuer au niveau de la Banque des Territoires. On a une responsabilité particulière à la Banque des Territoires parce que les Français nous ont confié leur livret A. Leur livret A, leur livret de développement solidaire, leur livret d'épargne populaire. Cet argent, on va le mobiliser pour la construction, pour construire des logements. Et comment on fait ? On commence par prêter de cet argent à des bailleurs sociaux à des taux qui sont très inférieurs aux taux que les bailleurs sociaux pourraient trouver sur le marché. Et donc, comme un logement, il se construit avec 80% de dette, parfois plus, 20% de fonds propres, si le coût de la dette est plus bas, ça permet de produire des logements moins chers et à la fin de mettre sur le marché des logements qui sont moins chers et qui sont accessibles pour les Français qui ont des difficultés à se loger. Alors, quand vous dites logement abordable, j'aimerais qu'on sache bien de quoi on parle. C'est quoi un logement abordable pour les Français ? Qu'est-ce qu'on appelle un logement abordable ? C'est un logement abordable qui est compatible avec le pouvoir d'achat, qui maîtrise des coûts de construction. Comment voilà, une partie importante, justement importante de votre stratégie repose également sur la transformation de l'existant. Bureaux, zones commerciales, friches. C'est pas évident de trouver son modèle économique. Alors effectivement, c'est le logement abordable, c'est le logement social, le logement intermédiaire et les logements en accession à la propriété en bail réel solidaire, par exemple, qui permet et qui coûte moins cher que le logement entre guillemets privé, libre, ce qu'on appelle libre ou privé. Voilà, libre ça privé. Coûte moins cher. Et donc ça, on veut l'augmenter fortement pour donner accès davantage au logement aux Français. Comment on fait ? Effectivement, tout à l'heure j'évoquais l'une des raisons de la crise, c'est que le foncier est devenu plus cher. Ah oui. Et donc, pour éviter d'avoir à acheter du foncier qui est devenu cher, effectivement, on peut utiliser finalement des friches, on peut utiliser du bâti existant pour le reconvertir et en faire de nouveaux logements. Et ça, effectivement, on peut acquérir ce type de bâti existant, le transformer, le financer avec des prêts très long terme, parce que notre autre particularité à la Banque des Territoires, c'est qu'on prête jusqu'à 80 ans. Alors, en l'occurrence, la moyenne de nos prêts est plutôt autour de 35 ans. Mais on sait faire des opérations très longues. Sur du temps très long. Oui, sur du temps très long, et avec des taux d'intérêt qui n'augmentent pas avec la maturité. C'est-à-dire qu'on prête le même taux pour un prêt à 20 ans que pour un prêt à 50 ans. Et ça, c'est qu'en France, ça repose en fait sur le principe du livret A. Bien sûr, oui. C'est le fameux livret A. Ce livret A, il ne dort pas sur les comptes de la Caisse des dépôts. Il est utilisé pour prêter à très long terme, notamment à des bailleurs sociaux, à des projets pour le logement, à des taux qui sont avantageux. Antoine Saint-Oyen, c'est comme ça que le logement social français s'est construit. C'est comme ça qu'il s'est construit et c'est comme ça qu'il continue de jouer un rôle majeur aujourd'hui. Parce que l'année dernière, vous l'avez dit, la construction libre privée s'est écroulée. Et le logement social, lui, a plutôt augmenté la construction de logements sociaux. Et donc, on est arrivé à une situation dans laquelle on avait environ 125 000 logements sociaux et intermédiaires et 125 000 logements privés. Environ la moitié des logements construits en 2025, c'était du social et de l'intermédiaire. Donc, il joue un rôle, entre guillemets, contracyclique. On continue de le soutenir fortement. Absolument. Mais en plus de ça, il faut des modèles qui permettent de donner accès à la propriété. C'est pour ça qu'on soutient également le bail réel solidaire, qui, lui, se développe également assez vite et qu'on veut essayer de pousser encore plus avec des financements moins chers qui permettent de donner accès à ce type de logement. Vous avez un ancrage, et c'est même une paraphrase, c'est très dans les territoires, très territorialisé. Vous voulez développer également davantage le logement étudiant. Pourquoi pour vous c'est une priorité ? C'est une priorité parce que c'est une question d'égalité des chances pour beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y a 11% des étudiants qui peuvent avoir accès à un logement étudiant. 11% seulement. Et on sait que 17% des jeunes abandonnent leurs études pour des raisons d'absence de capacité à financer leur logement. Donc pour nous, c'est un problème d'égalité des chances. Et c'est pour ça que on a souhaité, l'année dernière, augmenter très fortement la construction de logements étudiants. Plus 75 000 logements étudiants à horizon 2030. Aujourd'hui, on est à 300 000 en France. Ça veut dire plus 20% dans une période de 5 ans. Donc c'est atteignable, selon vous. Et on pense que c'est atteignable. Alors comment c'est atteignable ? C'est atteignable parce que on mobilise des financements, effectivement, qui sont les financements du livret A
pour cette cause-là et qui permettent de baisser le coût de construction de ces logements étudiants pour les bailleurs sociaux, parce que on veut également mobiliser le foncier des universités. On sait qu'aujourd'hui, les universités sont parmi les plus grands propriétaires fonciers dans les régions, avec les hôpitaux, en gros, et la SNCF. Et la SNCF, mais moins que les universités. Oui, et souvent, c'est des vastes terrains. Des terrains souvent vastes et souvent pas très utilisés. Donc, l'objet, et aujourd'hui, on a un problème de disponibilité du foncier. Donc, mettre à disposition ce foncier pour pouvoir construire des résidences étudiantes sur ces terrains-là. C'est ultra adapté. Et donc faire des partenariats. Alors, on a fait des partenariats avec les universités, avec l'université de Bordeaux, avec l'université de Clermont-Ferrand. On signe de ce type de convention pour accélérer la construction de logements étudiants. Alors justement, vous évoquez également les copropriétés fragiles sur la rénovation, un vrai sujet, et ça c'est vraiment le sujet du jour. Le logement de demain passera davantage par la transformation que par le neuf. Finalement, pour les Français qui nous écoutent, est-ce que tout ça va changer leur quotidien dans leur projet? Est-ce que la vision multipolaire que vous avez, puisque ce que j'entends, vous me dites, c'est que vous vous inscrivez sur un temps long, donc un temps structurant pour pouvoir transformer durablement le logement dans notre pays? Oui, notre souhait, c'est vraiment d'améliorer le quotidien des Français, donc en donnant accès à du logement social ou à du logement intermédiaire à un plus grand nombre de Français, et par ailleurs à l'accession à la propriété pour ceux qui le souhaitent. De ce point de vue-là, ce qui peut changer pour les Français, c'est finalement d'examiner ce type de nouveau modèle de propriété dans lequel les Français peuvent être effectivement propriétaires de leur logement pendant une période de temps donnée, avoir effectivement l'usufruit de ce logement et bénéficier finalement de tiers financement pour pouvoir bénéficier de ces usufruits, ne pas être un simple locataire. Et alors l'usufruit pour les auditeurs, parce que c'est vrai que c'est un thème un peu barbare. Ils sont chez eux, personne ne peut leur dire demain qu'ils peuvent partir parce que c'est leur logement. Simplement, ils ne sont pas pleinement propriétaires et c'est ça qui fait que à la fin, ils peuvent soit faire le choix d'acquérir la pleine propriété, soit faire le choix de déménager, d'aller ailleurs, etc. Mais ils sont vraiment propriétaires de ce logement. Une occupation temporaire un peu à l'instar de ce que font les pays anglo-saxons. Merci Antoine Satoyan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Banque des Territoires. Restez avec nous. Si vous voulez bien, on a une question à la fin, une question d'actualité, parce que grâce à notre super journaliste, on a eu un scoop sur... c'est plus un scoop, non. Voilà, mais maintenant c'est plus un scoop, alors justement. Voilà, très en forme. Merci en tout cas à toutes et à tous. Restez avec nous. Il est temps maintenant de parler d'un sujet majeur, la qualité de l'air dans le logement en période de chaleur. On sait de quoi on parle. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine. Et oui, Maison Saine avec vous, Grégoire Darico, et nous avons au téléphone notre ami Édouard. Et oui, bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio. Alors cette semaine, impossible d'y échapper. La France traverse un épisode de forte chaleur. Alors évidemment, quand il fait très chaud dehors, on ferme les volets, on garde les fenêtres closes toute la journée. Mais du coup, une question se pose. Que devient la qualité de l'air à l'intérieur de nos logements pendant cette période de canicule? Parce qu'à force de moins aérer, de moins ventiler, est-ce qu'on ne finit pas par respirer un air plus dégradé? Pour en parler, je reçois Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard. Bonjour Grégoire. Et oui, un sujet dans l'air du temps est très important. Pendant les fortes chaleurs, on pense surtout à la température à l'intérieur de nos logements, mais beaucoup moins à la qualité de l'air intérieur. Qu'est-ce qui se passe dans nos logements justement pendant une canicule, Édouard ? Eh bien, quand il fait très chaud, on adopte tous les mêmes réflexes. On ferme les fenêtres en journée, on baisse les volets et parfois on évite même d'aérer pour garder le frais. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on réduit fortement le renouvellement de l'air. Résultat, CO2 qui augmente, humidité qui peut stagner, polluants intérieurs qui s'accumulent et l'air devient progressivement plus lourd. En fait, on se protège de la chaleur, mais on dégrade l'air que l'on respire, c'est ça ? Exactement. Et dans certaines pièces, surtout les chambres, ça peut avoir des conséquences. Fatigue, sensation d'étouffement, sommeil de mauvaise qualité, maux de tête, difficulté de concentration. Édouard, si on prend la chaleur en elle-même, est-ce qu'elle joue un rôle sur les polluants que vous évoquez ? Et oui, malheureusement Grégoire, et oui, c'est un point très important. La chaleur accélère l'émission de certains polluants présents dans les logements. Meubles, peintures, colle, revêtements, produits ménagers. Plus il fait chaud, plus certains matériaux libèrent de composés chimiques dans l'air intérieur. Donc en fait, pendant une période de canicule, l'air intérieur, il peut devenir encore plus chargé.
Exactement, surtout dans les logements très exposés au soleil, mal ventilés ou très étanches. Et si en plus il y a déjà un problème d'humidité, on crée une atmosphère encore plus inconfortable. Alors la France entière est suspendue à vos lèvres, mon cher Édouard. On découvre nos mauvaises habitudes et en même temps on n'a pas envie de crever de chaud. Alors que faire? Clairement, on va pas ouvrir les fenêtres quand il fait 38 dehors. Hein. Grégoire, il faut trouver un équilibre. Le bon réflexe, c'est aérer très tôt le matin ou tard le soir, la nuit, quand l'air extérieur est plus frais. Et surtout, maintenir la ventilation en fonctionnement, ne pas boucher les aérations et éviter les sources de pollution intérieure inutiles pendant les pics de chaleur. Source de pollution intérieure, par exemple? Clairement, il faut éviter les sprays parfumés, les bougies, certains produits ménagers très odorants ou même faire sécher le linge à l'intérieur parce que ça alourdit davantage l'air ambiant. Puis j'imagine, Édouard, que certaines personnes sont encore plus fragiles que d'autres. Exactement, les enfants, les seniors, les personnes asthmatiques ou souffrant de problèmes respiratoires. Chez eux, un air chaud, humide et mal renouvelé peut vite devenir inconfortable. Finalement, pendant la canicule, on surveille la température, mais aussi on doit surveiller la qualité de l'air. Exactement, Grégoire. Un logement peut sembler frais, mais avoir un air totalement confiné. Et pendant les fortes chaleurs, bien respirer devient presque aussi important que bien s'hydrater. Aérer la nuit quand les températures redescendent. Et rappelez-vous qu'un logement doit lui aussi continuer à respirer. Merci beaucoup Édouard David pour ces conseils très utiles. Et à vous qui nous écoutez cette semaine, pensez à ouvrir les fenêtres au bon moment. En cas de doute, rendez-vous sur maison-seine.fr. À la semaine prochaine sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons IMO, Maison Seine. Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Une petite pause les amis et on se retrouve tout de suite après au menu de notre émission. Pour la fin de notre émission, on va parler du viager, la grande question de la semaine également sur l'encadrement des loyers. À tout de suite. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, Parlons IMO, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Et oui les amis, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous. Mangez sainement, buvez beaucoup et surtout aérez, profitez de ce très beau week-end. Vous êtes sur Sud Radio dans votre émission qui parle de votre immobilier et de votre logement. On va justement parler d'un sujet très important pour les personnes âgées. On va parler de quelque chose qu'on va déconstruire l'idée, c'est bien sûr le viager. Parlons viager. avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Avec vous, Bérénice de Bulfurio. Et oui, et demain, ce sera la fête des mères. À cette occasion, on a envie d'aborder un sujet plus humain, plus familial aussi, parce qu'au fond, beaucoup de nos mamans et de nos grands-mères ont passé leur vie à prendre soin des autres. Et arrive un moment où c'est à notre tour de penser à elles. Pour en parler, j'invite Marine Livotti au téléphone, directrice de l'Office du viager. Bonjour Marine. Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Oui, aujourd'hui j'avais vraiment à cœur de partager avec vous des histoires de vie parce qu'au-delà des chiffres, de l'immobilier, le viager c'est avant tout une solution qui permet à certaines femmes de retrouver une retraite digne et un peu de sérénité finalement. Et c'est vrai que c'est important parce qu'on parle souvent d'investissement ou de patrimoine avec le viager, mais derrière il y a surtout des personnes et il faut le rappeler. Oui, exactement Bérénice, et comme vous le soulignez tout à l'heure, ce sont des personnes qui souvent, des femmes qui ont consacré leur vie aux autres, et beaucoup arrivent à la retraite malheureusement avec des pensions très modestes, et malgré une vie entière de travail et de dévouement, les constats sont là. Donc ce qui marque mon quotidien et mon métier, c'est que derrière chaque dossier, il y a avant tout une histoire humaine. Alors, est-ce que vous avez un exemple concret à nous partager, Marine ? Oui, bien sûr. Par exemple, j'ai accompagné une dame de 72 ans qui continuait malheureusement à travailler, non pas par envie, mais malheureusement parce qu'elle n'avait plus les moyens financiers de s'arrêter. Et ce qui était très touchant, c'est qu'elle travaillait auprès de personnes âgées de plus de 90 ans pour les aider à rester à leur domicile. Donc elle-même aidait des seniors alors que finalement, elle était déjà épuisée. Elle vivait seule, sa fille unique était en Espagne et ne pouvait malheureusement pas l'aider financièrement. Et grâce à la vente en viager de sa maison, elle a pu à la fois arrêter son activité, retrouver un peu de confort et surtout vivre sa retraite plus sereinement. Et la rente viagère lui a permis tout simplement aujourd'hui de compenser ce revenu qu'elle était obligée d'aller chercher en continuant à travailler. C'est vrai que c'est un bel exemple. Ce sont souvent des situations qui sont au final assez fréquentes, Marine.
Oui, et on a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui sont dans cette situation. Je pense aussi à une autre dame de 79 ans qu'on a accompagnée, qui avait travaillé toute sa vie comme conductrice de bus. Elle possédait une petite maison, mais qu'elle avait réussi à se constituer avec un patrimoine donc de 90 000 € pour cette maison. Elle avait plus les moyens malheureusement de l'entretenir et elle vivait avec une retraite extrêmement faible, à peine 400 € tous les mois. Et grâce au viager, elle a pu retrouver un bouquet qui lui a permis de sécuriser sa situation, une rente viagère qui a complété sa retraite et finalement on retrouve souvent de grandes stratégies, on parle souvent de stratégie patrimoniale autour du viager alors que parfois le besoin est simplement de retrouver un peu de tranquillité et de sérénité. Et parfois le viager peut même éviter des situations très difficiles. Oui, malheureusement, on a également accompagné une autre dame qui allait presque perdre son logement à cause de dettes liées avec le syndic, avec des dettes sur les frais de copropriété qu'elle n'avait pas pu régler malheureusement. Elle vivait dans une énorme angoisse de voir tout simplement son appartement saisi. Et grâce au viager, on a pu lui permettre de rembourser ses dettes, d'assainir sa situation et surtout qu'elle puisse conserver un droit d'usage à vie sur son logement. Eh bien, merci Marine. C'est vrai qu'à travers ces témoignages, on voit que le viager, ça peut être une vraie solution de protection et de dignité. C'était Parlons Viager. Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé. Et justement, merci pour cette formidable chronique, puisqu'effectivement, le viager est une situation parfois que l'on peut juger un peu difficile, mais une vraie solution pour aider les personnes âgées. Et Dieu sait que quand on sait que dans une dizaine d'années, on aura quasiment un tiers de la population qui aura plus de 65 ans, on sait de ce que ça représente. Et peut-être plus de retraite aussi. Et alors, oui, on va espérer que ce ne soit pas le cas. La grande question de la semaine, justement, que l'on va se poser, et nous avons toujours, on a le grand plaisir d'avoir sur le plateau Antoine Saint-Oyan, le patron de la Banque des Territoires. Merci Antoine d'être resté avec nous. Vous savez, on a parlé il y a quelques années, on avait fait des tests. Les villes ont adopté l'encadrement des loyers. Alors l'idée, je vous la fais courte, c'est que l'encadrement des loyers, c'était pour essayer d'endiguer la spéculation sur les loyers, parce que clairement, le pouvoir d'achat était largement grevé, surtout dans les grandes agglomérations où il était quasiment impossible de se loger, avec des prix de loyer au mètre carré qui pouvaient atteindre à Paris, par exemple, 40-45 €. Donc, juste impossible à se loger. Là, on a d'autres villes qui se sont mis et qui ont emboîté le pas sur l'encadrement des loyers. Et il est l'heure aussi de faire un peu un bilan. Alors, justement, qu'est-ce que nous dit toutes ces études sur l'encadrement des loyers ? Alors, je rappelle que c'est un dispositif qui doit se terminer en novembre prochain. Donc, c'était un dispositif qui était en test, on va dire. Eh bien, alors, le rapport, il a été demandé par le Premier ministre. Il a été fait par 2 économistes indépendants. Et il nous dit que le dispositif a bien un effet sur les loyers, mais un effet limité. Il peut faire baisser les loyers de quelques points. Alors après, est-ce que c'est uniquement grâce à ce dispositif? On ne sait pas. Le rapport le souligne quand même. Mais en tout cas, ce dispositif ne règle pas le problème central qui est le manque de logements disponibles. Pire, il peut aussi décourager certains propriétaires de remettre leurs biens sur le marché classique. Alors vous qui dirigez la Banque des Territoires, qui finance justement le logement, les collectivités, la transformation des villes et une partie des réponses de long terme, est-ce qu'au fond, ce rapport ne montre pas que la vraie bataille n'est pas de plafonner les loyers, mais de recréer massivement de l'offre? Alors vous en avez parlé tout à l'heure. On entend par là construire, rénover, mobiliser le foncier, c'est une question qui est cruciale parce que le foncier on en manque, remettre des logements sur le marché et concrètement quel rôle la Banque des Territoires, quel est le positionnement de la Banque des Territoires par rapport à ce dispositif? Alors effectivement, vous l'avez dit, nous, notre priorité, c'est vraiment d'augmenter l'offre, d'avoir davantage de logements sur le marché en construisant davantage, en rénovant. Tout à l'heure, on évoquait tous les problématiques de rénovation thermique, rénovation en profondeur, y compris confort d'été. On a des gros financements qui permettent d'avoir des loyers, des logements qui sont beaucoup plus vivables pour tous les Français. Donc c'est ça notre priorité. La question de l'encadrement des loyers, pour nous, on va dire, n'est pas un sujet sur lequel on se positionne à la Banque des Territoires. Je pense que vous l'avez très bien dit, c'est un dispositif qui, on va dire, a des avantages et des inconvénients. Ils peuvent avoir l'inconvénient finalement de dissuader les propriétaires de mettre leur logement en location. Et ça, aujourd'hui, on a besoin d'avoir une augmentation de l'offre locative, y compris sur le marché libre. Et donc, c'est mauvais. En même temps, il y a certains territoires, les territoires très touristiques, les territoires, on va dire, sur lesquels il y a une offre très tendue, sur lesquels les loyers, l'augmentation des loyers conduit à rendre totalement inaccessible le marché locatif pour toute une partie de la classe moyenne, voire même de la classe moyenne supérieure. Et dans ce cadre-là, des dispositifs d'encadrement des loyers peuvent mettre effectivement des limites, poser des limites à des tendances qui sont et là, vous parlez de la location saisonnière.
C'est autre chose. Parce que ça, il y a des les villes locations saisonnières, mais même il y a des territoires très tendus, les territoires littoraux, les territoires entre Rennes, Nantes, Bordeaux, jusqu'à la côte basque, au-delà du saisonnier, les marchés locatifs atteignent des prix qui sont manifestement inatteignables pour toutes les personnes qui ne sont pas dans les 10% les plus riches de la population. Bon, donc le fait de se dire à un moment, il faut mettre des limites dans ces territoires-là, sans parler de Paris, évidemment. Paris, c'est le summum. Ça peut également s'entendre. Donc il y a un équilibre à trouver entre les deux. Je trouve que le rapport, comme vous l'avez dit, il montre les avantages et les inconvénients. Oui, il est en demi-teinte. C'était une expérimentation, vous l'avez dit aussi. Bon, là, c'est une responsabilité politique, en fait, de décider. C'est au gouvernement de le faire. Et parce que finalement, il souhaite donner la possibilité, parce qu'à la fin, il donne cette possibilité qui est prise ensuite par les collectivités locales. C'est elles ensuite qui peuvent décider si effectivement elles utilisent ou pas cette possibilité. Donc c'est pas une obligation d'encadrement des loyers. Donc il y a toujours à la fin, finalement, il y a des élus qui ont été élus en disant moi je suis favorable à l'encadrement des loyers. En général, c'est la gauche qui est pour et la droite qui est contre. Il y en a qui ont été élus, ils ont été élus sur cette base-là. Faut qu'on arrête d'opposer la gauche et la droite sur des sujets comme ça. C'est toujours trop facile. Pour le coup, quand ils ont été élus sur ce type de discours et finalement les électeurs ont considéré qu'en les élisant, ce serait probablement un encadrement des loyers qui effectivement serait mis en œuvre. Et dans ce cas-là, ça ne me paraît pas illégitime qu'ils puissent avoir la possibilité de le faire. Merci Antoine. Vous voulez rappeler rapidement sur la PPL? Oui, il y a une proposition de loi qui a été adoptée, qui a été portée par le député de gauche, justement, Echaniz, qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui est désormais entre les mains du Sénat. Donc affaire à suivre pour ce dispositif. Mais oui, moi j'ai mes sources à l'Assemblée nationale. La gauche est pour et l'extrême gauche et la droite et le gouvernement sont contre. Alors, on va dire que le bon sens doit prédominer. Moi je suis pas ni opposition droite-gauche. On va dire que l'essentiel, c'est que chacun, de manière digne, réelle, citoyenne et républicaine, puisse se loger dans les mêmes conditions, que les riches ne restent pas forcément qu'avec les riches et les pauvres qu'avec les pauvres. Donc c'est pas une question de droite et de gauche, mais de bon sens politique. Et vous l'avez dit d'ailleurs, mon cher Antoine, ce sont les maires qui, avec beaucoup de justesse, l'adapteront ou ne l'adapteront pas. Voilà, c'est fini pour notre émission. On va vous souhaiter un excellent week-end. On est rediffusé, je vous le rappelle, mardi midi sur Radio Imo, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine. On sera également au Salon des maires d'Île-de-France la semaine prochaine, le 2 et le 3 juin. Prenez soin de vous, passez une très très belle semaine et ventilez et buvez beaucoup d'eau. Sud Radio, Parlons Imo, Sylvain Lévy-Valency. Avec Basile, votre application de recherche immobilière.